Chez Zerospam, notre job, c'est d'arrêter les menaces qui sont liées au courrier électronique avant qu'elles se rendent à destination. On m'appelle aussi l'exterminateur en chef. Ça veut dire que les mails transigent par chez nous, sont filtrés, anti-spam, anti-malware, tout ça. Et après ça, si c'est bon, c'est livré à destination. Alors ça, c'est ce qu'on fait chez nous. Et ça nous place dans une position, ma foi, assez intéressante pour regarder les menaces qui transitent, qui sont destinées vers nos clients. Donc, aujourd'hui, je vais parler essentiellement de deux menaces importantes. Le phishing, qui comprend le spear phishing, et le ransomware, qu'on appelle rançongiciel. Donc, c'est vraiment les deux menaces numéro un qu'on voit passer sur le réseau et vous allez avoir des exemples très, très pratiques. Donc, sans plus tarder, l'agenda, donc on va parler de comment les attaques de ransomware sont montées, on va voir quelques exemples, on va regarder un peu l'économie du ransomware, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, les différentes souches, etc. Et on va regarder aussi des exemples spécifiques de phishing plus conventionnel, mais aussi, et on a un cas assez intéressant, selon moi, d'une attaque qui a eu lieu il n'y a pas plus tard que 2 semaines sur notre réseau, une attaque ciblée, et on va décortiquer cette attaque-là au niveau du payload et au niveau de la transmission. Donc, c'est ça qu'on va regarder, l'attaque de hameçonnage ciblé. Et on va passer sur quelques conseils préventifs à la fin. Est-ce que je prends pour acquis que tout le monde ici est pas mal dans le domaine de la sécurité? Fait que je vais pouvoir aller assez vite. C'est pas mal des choses au niveau des conseils préventifs que vous devriez savoir. 2016, changement de portrait. Le spam, c'est plus vraiment un gros risque, c'est une nuisance. Les niveaux de spam qui ont déjà oscillé à 80-90% du trafic sont maintenant stabilisés autour de 50%, 60%. Donc, si vous prenez votre pipe Internet puis vous regardez ce qui rentre, qui est du spam, ça devrait tourner autour de 60%. C'est pas mal stable maintenant. Par contre, en 2016, la dangerosité des menaces qui sont associées au courrier électronique, au premier chef ransomware et spear phishing, a littéralement explosé. On parle de multiplication par 50 des attaques de ransomware. Donc, c'est devenu une industrie vraiment incroyable de milliards de dollars. Donc, le rançongiciel est omniprésent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été infectés? On a tous des gens en sécurité. Des gens qui connaissent des gens qui ont été infectés? Ah ouais, c'est ça. Alors, vous avez tous des clients, des collègues de travail, amis, famille. On connaît tous quelqu'un qui a été infecté par le ransomware. C'est vraiment rendu omniprésent. Depuis le début de l'année aussi, on entend des noms comme APT28, APT29, Grizzly Step. Ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être lu des publications spécialisées. Ce que ça nous dit essentiellement, c'est qu'il y a des États-nations maintenant qui sont impliqués dans les cyberattaques et leur rôle est de plus en plus présent. Donc, il y a des liens maintenant qui sont faits avec le processus Grizzly Step avec la Russie. Que ces liens soient avérés ou non, ce n'est pas à moi d'éclaircir ça, mais il existe des liens. Tout comme il existait des liens avec APT1 et la Chine. Donc, si vous n'avez pas déjà lu le rapport, je vous invite à le faire. Et on découvre avec le hack du Parti républicain que l'argent n'est plus la seule motivation. Maintenant, on veut aller extraire de l'information, jouer une influence, influencer l'issue d'un vote, par exemple. On peut penser que ça l'a joué dans l'élection américaine. Jennifer Lawrence, cette belle jeune fille, a été victime de ce qu'il est convenu d'appeler le Celebrity Gate aux États-Unis. Et ces deux attaques-là ont eu comme point d'initiation des attaques de spear phishing. Donc, le spear phishing n'est pas la fin de l'attaque, c'est le début de l'attaque et c'est dans 90% des cas le premier vecteur d'attaque. Donc, les cyberattaques qui étaient un peu légendaires à l'époque où je faisais mon CISSP, on parlait d'informations confidentielles, des blueprints, de propriété intellectuelle. Ben, maintenant, ces attaques-là sont vécues au grand jour et on entend
on en entend de plus en plus parler. Ce qui fait que les cibles évoluent vers de l'information plus sensible et des cibles qui ont de plus en plus une valeur importante. Ça va être vos grandes organisations, des institutions d'enseignement, des municipalités, etc. Nos PME ne sont pas épargnées. On parle d'un facteur 5 sur les attaques de PME. Bon, alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on attaquerait les PME? Ben, premièrement, tout simplement, peut-être parce qu'elles sont plus nombreuses. Alors, c'est le tissu économique du Canada et des États-Unis. Mais aussi, peut-être parce que les PME sont moins bien protégées au niveau de la sécurité. Donc, niveau de sécurité plus faible, peut-être pas de gestion d'incidents. Ils vont peut-être réagir plus mollement face à des attaques de spearfishing, moins de processus de contrôle. Donc, elles vont être plus vulnérables à ce genre d'attaque. On peut penser que c'est une des raisons. En ce qui a trait au ransomware lui-même, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que vous en entendez parler. Je pense que la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est un établissement de LA, un collège qui avait payé 28 000 $ de rançon. À toutes les semaines, dans les journaux, vous avez quelque chose. Pourquoi ça existe? Ça existe, le ransomware, à cause de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on a la crypto fiable, disponible pour tous. Donc, on a des librairies de crypto qui vont utiliser de la cryptographie forte, asymétrique, disponible, en open source. C'est tout le monde qui s'est programmé peut l'utiliser. Le deuxième élément, c'est qu'on a la crypto-devise, le fameux Bitcoin. Donc, on a maintenant un processus par lequel on peut transférer des fonds de manière tout à fait anonyme et intraçable. Et on peut effectivement déjouer la piste d'enquête qui est follow the money. Donc, typiquement, on va essayer de suivre l'argent dans des processus de fraude. C'est maintenant impossible à cause des crypto-devises comme le Bitcoin. Troisième facteur, on a un réseau, on a des botnets qui permettent la distribution à grande échelle de centaines de milliers, de millions de messages vers les victimes. C'est un peu une tempête parfaite, si je peux dire, pour la naissance des rançons logicielles. Si ce n'était pas arrivé aujourd'hui, ça serait arrivé demain parce que tous les ingrédients, en quelque sorte, sont là pour que ça existe. C'est une météo parfaite, si je peux dire. Bon, alors moi, je ne suis pas là pour vous faire peur, surtout que vous êtes tous en sécurité. Je suis là pour vous dresser un portrait que j'estime fidèle de ce qui se passe sur le fil. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Deux que j'ai à vous signaler, c'est le projet No More Ransom. Ça, c'est un projet une trentaine d'organisations, dont McAfee, oui, il y a Intel, je l'ai dit McAfee, mais c'est plutôt Intel, Checkpoint, nos amis de Barracuda Networks, Amazon. Il y a des intervenants aussi des forces policières européennes, Europol, la Gendarmerie nationale, etc. Et tous ces gens-là se sont mis ensemble pour fédérer les décodeurs de ransomware. Donc, il arrive que les ransomware aient des failles. Ces failles-là, il y a les chercheurs qui les exploitent et on finit par trouver des clés de déchiffrement. Et ce projet-là les recense toutes. Donc, si vous avez une des 23 types de souches de ransomware qui est listée, c'est possible d'avoir un décrypteur. Le projet Malware Hunter Team est intéressant aussi parce qu'il permet l'identification des souches de ransomware. Donc, si la personne que vous connaissez peut soumettre un échantillon, ce site-là va finalement identifier de quelle souche il s'agit. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction pour mobiliser l'industrie contre cette véritable peste. Ce qu'on peut dire également, c'est que les attaques sont mieux ciblées. Donc, on va cibler, oui, il y a du ransomware qui vise la mitraillette à grande échelle. Vous avez tous reçu peut-être des mails fake invoice, donc il n'y a pas nécessairement de nom qui est utilisé. Ça, c'est vraiment envoyé à grande échelle. Mais il va y avoir des organisations qui vont être ciblées, organisations privées, du secteur public, parapublic. Donc, certaines campagnes
on va investir beaucoup de temps et d'énergie pour avoir une leurre efficace, pour avoir une infection dans des organisations où le coût de la rançon, évidemment, va être plus élevé. On voit du malware aussi dans des formats qu'on ne voyait pas nécessairement avant. On parle d'archives exotiques, des CAB, des LZH, des trucs qui vont être reconnus par les unzip, mais qui sont plutôt rares. Cette année, on a vu aussi beaucoup de Windows script files. Donc, essentiellement, tout ce qui est compressable et exécutable va être utilisé. Le corollaire de ça, c'est que tout ce qui est exécutable ne devrait pas pénétrer dans votre réseau, évidemment, mais ces formats-là vont être utilisés de plus en plus. On va voir aussi des attaques qui sont de plus en plus indirectes. Donc, au lieu d'avoir le payload directement dans le courriel, on va avoir finalement un URL raccourci qui est dans le courriel. On va avoir un URL raccourci qui, lui, va pointer vers un document Google, qui va pointer vers un downloader, qui, lui, va aller chercher le malware. Donc ça, c'est des attaques qui sont plus difficiles à détecter à cause du niveau d'indirection qu'elles supposent. Et le software lui-même s'améliore. Donc, ces gens-là commencent à connaître leur crypto. Donc, on peut s'attendre que les erreurs vont diminuer, même si on en voit à l'occasion. Ce qui fait que le chiffrement parfait, ça existe. Un cybercriminel qui fait bien son travail, on ne réussira pas à décrypter son truc. On voit aussi une variété des crypto-devises qui sont acceptées. Alors, oui, évidemment, il y a le Bitcoin, mais en connaissez-vous d'autres? Il y a le Mastercoin. Ouais. Il y a le Potcoin qui existe. Et dans l'industrie du porn, il y a le Titcoin. Alors, j'ai appris ça moi-même. Je ne savais pas que ça existait, mais il y a toutes sortes de crypto-devises qui existent. On n'est pas à la fin et c'est pas dit qu'il n'y aura pas des gouvernements. Je pense que les banques centrales sont en train de s'intéresser aux crypto-devises. Peut-être qu'on en aura une qui va se sortir du lot. Le ransomware devient multiplateforme. Bien sûr, c'est encore Wintel qui est visé, mais avec Node.js, par exemple, du ransomware qui s'exécute dans le browser, c'est fort possible que vos environnements Mac et Linux soient également compromis. Donc, c'est plus juste l'apanage de Windows. Modulation des rançons demandées, ça c'est intéressant. Il y a eu des souches de ransomware où, pour la même souche, la rançon était de 20 $ à Madrid et de 200 $ à New York. Alors pourquoi? Peut-être que les gens estiment que à New York, il y a un pouvoir d'achat de la rançon qui est supérieur à Madrid, mais on voit une modulation de ce genre-là. Et une variété d'options, ma foi, plus étranges les unes que les autres. Évidemment, il y a l'option de base, c'est que la rançon augmente avec le temps. Donc, si vous ne payez pas dans 48 heures, le coût va augmenter. Ça, c'est une option typique. Une autre option, c'est le Try Before You Buy. Donc, on va vous permettre d'envoyer un ou deux fichiers cryptés. Et on va vous envoyer le fichier déchiffré pour vous prouver qu'on a la clé. Parce qu'il n'y a aucune garantie que si vous payez la rançon, vous allez avoir du service. Alors, il y en a qui ont réalisé ça. Intégrer le concept de Try Before You Buy. Destruction aléatoire. Si vous ne payez pas, on va commencer à détruire de manière irrémédiable les fichiers qui sont chiffrés. Ça, c'est moins gentil. Et peut-être la plus diabolique des options dont j'ai entendu parler, c'est celle d'avoir, de waiver, d'éliminer le prix de la rançon si vous infectez 2 autres personnes. Alors, imaginez le choix de votre belle-mère ou votre cousine si elle doit avoir ce genre de décision à mettre. Donc, c'est assez diabolique. C'est le genre de choses qu'on voit et on n'a pas fini de voir des choses pareilles. Donc, c'est vraiment un des plus gros soucis de nos directeurs TI aujourd'hui. Gartner le confirme. 88% des gestionnaires TI sont très inquiets du spear phishing et du ransomware à l'intérieur de leur organisation. 209 millions, ça c'était les pertes estimées par le FBI au premier trimestre l'an dernier. On multiplie ça par 4 avec la croissance naturelle.
on a dépassé l'industrie du milliard de dollars. Donc, c'est une belle business dans laquelle c'est assez facile de rentrer pour quelqu'un qui s'y intéresse. Et ça existe essentiellement à cause d'une équation assez simple, c'est que le coût du dommage ou de l'indisponibilité créée par le dommage est supérieur au coût de la rançon. Parce que si on avait un dommage faible, par exemple avec des backups toujours à jour, ben, on réussirait carrément à éliminer le ransomware. Donc, j'ose espérer que dans 10 ans, dans 15 ans, cette question-là va être réglée. Mais ça existe à cause de cette équation-là. Bon, vous connaissez le SaaS, vous connaissez le Infrastructure as a Service. Est-ce que vous connaissez le RAS, Ransomware as a Service? Alors oui, ça existe. Des produits comme Tox, Ransom32, des trucs que vous pouvez trouver sur le dark web. C'est assez facile. Essentiellement, on va vous vendre une première souche de ransomware pour une centaine de dollars. On va vous louer un botnet qui va vous permettre d'envoyer X millions de payload à vos listes d'adresses. Et on va même vous donner un service de traitement des paiements où pour 20% de la rançon, on va prendre le paiement, le traiter et le transférer dans votre compte Bitcoin. Donc, c'est facile d'accès. On a même une souche de ransomware qui a été créée par un adolescent de 13 ans. Il s'agit de Popcorn Time. Donc, c'est une industrie dans laquelle c'est assez facile de rentrer et dans laquelle il y a peu de barrières à l'entrée. Les Macs, j'en ai parlé. Donc, payer ou pas payer. Alors, quels sont ceux qui paieraient ici si chez votre employeur, il y avait une rançon en supposant qu'il n'y ait pas de backup là, facilement disponible? Quels sont ceux qui paieraient ici? Personne ne paierait? Une personne paierait. Alors, on a une foule qui est non représentative des statistiques parce que 70% des victimes qui ont été infectées ont choisi de payer la rançon. Et je ne serai pas celui qui va leur lancer une pierre parce que s'ils ont décidé de payer la rançon, c'est probablement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quand on parle d'une université qui est devant la question de perdre peut-être 2 ans de recherche, ou devant un hôpital comme celui de LA, où il y a de l'imagerie médicale qui génère 1 million de dollars par année qui est compromise, le chemin de moindre résistance, c'est de payer la rançon. Bien sûr, on aimerait tous que la rançon ne soit pas payée, mais on peut comprendre ces organismes-là. Évidemment, vous savez que plus l'entreprise est grande, plus c'est difficile d'avoir des plans de recouvrement, de les tester, de gérer 1000 postes. Ce n'est pas comme gérer 5 postes. Donc, ça devient plus complexe. Mais il y a des gens, on a eu 2 cas récents, l'Université de Carleton et l'hôpital d'Ottawa, par hasard complètement, 2 cas à Ottawa, qui, eux, ont décidé de ne pas payer la rançon. Ça veut dire qu'il y avait un plan de relève efficace, qu'il y avait un dommage faible et qu'ils ont été capables de retomber sur leurs pieds, vraisemblablement, avec des backups récents. Et bon, même si ça a fait la une des médias, il n'y a pas eu vraiment de conséquences fâcheuses, sauf peut-être une indisponibilité temporaire pour eux. 70% paieraient et je pense que ça va demeurer le cas pour un certain temps encore. Donc, pourquoi ils payent? Effectivement, le coût du dommage est de loin supérieur au coût de la rançon. C'est une aubaine. Quand on va défaire cette équation-là, il n'y aura plus de ransomware. Bon, on va parler de spear phishing ou hameçonnage ciblé. C'est vraiment là où on utilise des techniques d'ingénierie sociale vraiment étudiées à fond. On va passer beaucoup de temps pour construire un courriel qui va amener à porter une action, à cliquer sur un lien, à faire quelque chose, avec 2 objectifs généralement. Soit un objectif d'intrusion, c'est ce qu'on va voir dans les acteurs nationaux de cyberattaque, pour avoir une escalation de privilèges, rentrer dans les systèmes internes et exfiltrer de l'information potentiellement compromettante. Et d'autre part, on va avoir tout ce qui est financier, arnaque, extorsion, etc., fraude, où ce qu'on veut, c'est de l'argent rapide, de l'argent facile.
Donc, deux modus operandi où les joueurs ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, peut-être des plus petits joueurs de ce côté-là et des plus gros joueurs de ce côté. Quelques exemples maintenant. Alors là, on rentre dans l'aspect pratique de la présentation. Ce que je vais vous présenter, c'est toutes des choses qui sont passées sur notre réseau, qu'on a vu passer, c'est la vraie affaire, c'est même les vrais noms que vous allez voir là. Donc, à une exception près que je vais vous mentionner. Donc, c'est un peu vraiment ce qui se passe au niveau de l'ADN des attaques. On va disséquer ça ensemble, vous et moi. Premier exemple, vous connaissez ça, un bon vieux fiche. Tout le monde en reçoit. Toutes nos institutions bancaires en font l'objet, sauf une peut-être. Donc ça, c'est un bon vieux fiche de la Banque de Montréal. Il y a eu une alerte de sécurité. Cliquez ici. Bon, si vous vérifiez, ce lien-là n'est pas un lien de la BMO, mais évidemment, un lien qui a été compromis. Donc, on utilise un serveur web compromis pour héberger la page d'accueil. Ça, c'est relativement facile à détecter. Nous, on a différentes techniques, notamment on compare les adresses IP sources avec ce qui devrait être, on analyse les URL, on regarde un peu le langage. Bref, je dirais que l'industrie en général a un bon catch rate là-dessus. Le problème ne se joue pas là, même s'il peut y en avoir quelques-uns qui passent à travers les mailles du filet. Donc ça, c'est relativement facile. Deuxième attaque, ça, c'en était une d'un client à nous, de Monarch Industries. Vous avez Gene Dunn, qui est le CEO, le chef de la direction, qui écrit au sujet d'un wire transfer à Gene. Et, pardon, ça c'est sa réponse, c'est son reply to. Et il écrit à Donald, qui est son CFO, et il dit il faudrait processer un paiement de 18 000 $. Est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche avec ce mail-là? Je vais vous laisser 10 secondes. C'est facile, ça. Là, si vous êtes en sécurité, là, manifestez-vous. Vous autres, vous n'avez pas le droit de parler. Adriane? Ben oui. Merci, Adriane. Alors, le reply to, c'est un adresse Gmail. Alors, en fait, tout ce qu'on veut, c'est commencer un dialogue avec ce monsieur-là. À partir du moment où il y a un dialogue, ben là, on dit on va te donner les détails. Mais le reply to, il ne s'est pas forcé bien, c'est une adresse Gmail. Vous seriez surpris de voir comment les usagers tombent dans le panneau. Ils ne regardent pas les reply to adresses. Il n'y a aucune raison au monde que Gene devrait avoir un reply to adresse sur Gmail qui est différent de son. Ça, c'est un cas facile. Ça peut se régler avec un peu d'éducation. Mais nous, il s'avère qu'on l'a détecté. Pourquoi on l'a détecté? Premièrement, on a dit, c'est le même nom, mais ils ont des adresses différentes. Puis, en passant, on a un SPF ici qui est déclaré pour Monarch Industries, qui est fail, qui ne passe pas. Et en passant, on parle d'un vocabulaire de transfert d'argent. Donc, pour cette raison-là, il a été bloqué chez nous. Donc, nous, on utilise un peu, oui, le vocabulaire, mais aussi le metadata pour bloquer ce genre de menaces. L'autre exemple est, à mon avis, mieux fait. Donc, on a Gordon de Appalachian Flooring qui écrit à Caroline, probablement quelqu'un de finance, qui dit est-ce que c'est possible de faire un wire transfer? Donc, je vous donne 10 secondes là aussi pour trouver qu'est-ce qui cloche. Ah, monsieur d'Hydro-Québec, ici, œil de lynx. Pas tout facile à voir. Appalachian Flooring, un I, ici avec un L. Et ça va passer sans problème. Est-ce qu'il y a un payload? Il n'y a pas de payload. L'antivirus est complètement inefficace. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du vocabulaire pour lequel un anti-spam aurait dû déclencher? Pas du tout. Est-ce qu'on l'a arrêté? Oui. Pourquoi on l'a arrêté? C'est comme je vous disais tantôt, il faut commencer à s'intéresser pas seulement au contenu, mais aux métadata. Alors, chez nous, par exemple, une chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle la distance de Liebenstein entre les noms de domaine. La distance de Liebenstein, c'est la distance lexicographique qui existe entre deux noms de domaine. Donc, quand le from et le to sont à une distance lexicographique faible et qu'on parle de wire transfer,
on lève un flag. Donc, c'est pas une panacée, ça ne marche pas dans 100% des cas, mais ça marche dans beaucoup de cas. Et ça contredit, je vous dirais, un peu la croyance populaire qui dit que ça, it's education. Il y a juste l'éducation qui peut venir à bout de ça. Non, il faut se creuser un peu les méninges et utiliser le metadata, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça a été bloqué. Warren Leviton, le CFO de Radial Point, écrit à Virginia. Donc celui-là est assez facile aussi. Variation sur le même thème, 2A au lieu d'un A, et détecté aussi selon les mêmes règles. Alors ici, je veux juste vous signaler que le PDF est relativement inoffensif. Donc le PDF, c'était simplement les informations de transfert. Donc encore une fois, antivirus totalement inefficace, et il n'y a pas de malware, pas de dangerosité exécutable à ce type de contenu. C'est bon? Ça va? Pseudo-rançon logiciel. Alors, ça, c'est drôle. From EXS to Bill, mon cher Bill, we are the Armada Collective. On va faire une attaque chez vous qui va commencer le 6 septembre. On va vous envoyer 300 gigabits. Ça va aller mal. Payez-nous des bitcoins tout de suite. 20 bitcoins. Bitcoin était à 900 pièces ce matin. Si je calcule, ça fait 18 000 US. Donc, payez ça, sinon on vous attaque. Quel est le danger? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une pseudo-menace. Mais, croyez-le ou non, vous envoyez ça dans 20 000, 30 000 entreprises. Quelques-unes vont mordre à l'appât et transférer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle du pseudo-rançon logiciel. Du vrai ransomware. Alors, celui-là est un cas assez évident, mais pas tellement bien fait parce que, bon, ils ont pris notre adresse no reply, donc c'était nous qui étaient visés. Dear no reply, hein, pas trop fort. Mais ici, le malware, il utilise un bon vieux zip. On voit aussi des zips qui sont protégés par password, donc ils mettent le password dans le payload. Mais c'est quand même, nous, on peut quand même détecter, pas juste nous, mais c'est possible de détecter la nature du contenu zip sans avoir à dézipper. Donc, même s'il y a un password, c'est pas c'est pas nécessairement efficace. Autre exemple ici, celui-là est à mon avis un peu mieux fait. Donc, bon, encore une fois, c'est le même from to de perryabordelais.com à perryabordelais.com. Et tout ce qu'on envoie, il n'y a aucun corps de message. Tout ce qu'on envoie, c'est un fichier CCE. Ça ressemble à une date 29/03/2016. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, votre usager moyen, peut-être qu'il l'aurait ouvert. On ne peut pas vraiment le blâmer. Il ne sait pas trop c'est quoi. Le document zip est ouvert. Après ça, l'archive est décompressée. Il y a un JavaScript qui s'exécute, qui va télécharger un downloader qui, lui, va installer le malware. Et bingo, le poste est infecté. Aussi simple que ça. On va regarder maintenant comment on est au niveau du temps. Y a-t-il quelqu'un qui a l'heure ici? Parfait. Il reste 15 minutes. Donc, ça, c'est une image que j'ai empruntée du Department of Homeland Security qui explique bien la mécanique du spear phishing utilisé comme initiateur. Donc, vous avez le vilain qui est de ce côté-là, qui va utiliser une infrastructure opérationnelle d'habitude compromise pour envoyer un courriel bien construit à une victime qui va appeler à être porté à prendre action. Généralement, c'est à divulguer ces informations d'accès, lesquelles informations vont être utilisées par l'infrastructure compromise pour faire l'attaque. Donc, c'est le début de ça, ce n'est pas la fin. Et après ça, on va utiliser les creds pour accéder aux systèmes internes. Et là, on va exploiter les vulnérabilités, injection SQL, utilisation de l'environnement, exploitation de l'environnement, les failles de web server, de système d'exploitation, etc. Et on va essayer de faire des pivots vers d'autres systèmes. Et après ça, avoir accès au système d'exploitation, escalation de privilèges, et finalement exfiltrer l'information vers cette infrastructure-là qui est aussi convoquée. Donc, c'est le modus operandi général, et c'était celui aussi de Grizzly Step qui a été associé au breach du Parti républicain aux États-Unis.
Dans le cas qui nous intéresse, on a ce mail-là qui vient de Telstra Title. Donc, ça fait référence à une compagnie de titres. Ce que je peux vous dire, c'est que la victime, bon, j'ai remplacé Target.com, c'est pas Target, c'est un autre nom. C'est un client dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis. Et l'adresse d'envoi n'a pas été choisie au hasard. Keller Williams, c'est un des plus gros courtiers immobiliers aux États-Unis, 139 000 agents. Donc, les gens de Target.com reçoivent ce email-là et ça dit Your Seller HUD. Alors, le HUD en Californie, c'est le Housing and Urban Department. Donc, ça fait référence à une transaction dans le domaine immobilier où il va y avoir compensation d'argent entre un courtier vendeur et un courtier acheteur. Donc, c'est pas fake invoice, c'est assez étudié parce qu'il y a un lien entre le sujet et l'envoyeur. Le contenu, ça dit, bon, HUD est sous-écran. Donc, cette attaque-là a eu lieu le 10 janvier dernier, donc ça fait quoi, 13 jours. C'est une attaque à assez fréquence. On a, nous, compté 245 envois. Ça a commencé à minuit, puis ça a fini à 6 heures du matin. Donc, c'est une attaque qui va être typiquement sous le radar. On ne la verra pas passer, elle ne va pas déclencher des alertes en termes là, de volume, quoi que ce soit. Et il y a une pièce jointe, évidemment un fichier PDF. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la victime ouvre le PDF? Ben, on dit, ah, c'est un beau logo ici, PDF is secure, c'est super. Ça dit, ah, ben là, il faut cliquer ici pour aller voir le PDF. Alors, regardez ici, travelland.ir. Là, il y a un petit URL. Donc, ceux qui sont plus malins vont peut-être commencer à se douter de quelque chose, mais peut-être que non. C'est sûr que moi, quand j'ouvre un PDF, je m'attends à voir le texte. Je serais plutôt méfiant à ce genre de procédé-là. Et on clique sur le lien, on arrive ici. Là, bon, quand j'ai cliqué, c'était marqué dangereux, mais à l'époque, pensez-vous que c'était dangereux, ce lien-là? En tout, la campagne, elle est vierge. Elle n'a jamais été utilisée. Donc, l'URL, sa réputation est impeccable. La réputation des URL, c'est comme le yogourt. C'est moins bon avec le temps. Mais quand c'est frais, il n'y a pas de problème. Alors, on arrive sur un faux site Dropbox où on vous invite à mettre vos informations d'accès, soit Gmail, soit Hotmail, peut-être Yahoo, mais bon, tous les comptes Yahoo ils ont déjà été compromis, fait que ça ne change rien. Fait que, donc, et là, on obtient vos informations d'accès, et c'est là que la vraie attaque va commencer. Parce que ces informations-là vont être utilisées pour probablement pénétrer d'autres systèmes, changer des mots de passe, etc. On sait que les agents immobiliers font grand usage de leurs comptes personnels, que ce soit Gmail, Hotmail, et c'est comme ça que ça commence. Donc, nous, c'est ce qu'on a pu diagnostiquer là-dessus, et c'est un peu là, le modus operandi de l'attaque. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est en arrière-plan comment ça se passe. Au niveau du email, comment nous, on a réussi à détecter ça et quels sont les indicateurs de compromis quand on regarde les en-têtes de manière détaillée. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le mail SMTP ici? Pas trop, moyen? Bon, en tout cas, c'est quoi ça? C'est juste les en-têtes du mail. Fait que là, en bas, là, il y a le texte, là, mais ça, c'est tout le métadata du mail que l'usager ne voit pas. Ça se lit de bas en haut. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, ce que ça dit, c'est que, premièrement, il y a un client authentifié qui s'est connecté à le serveur mail Passion Republic pour envoyer son message. Donc, le client s'est branché là. Bon, après ça, il envoie son message. Là, regardez, dans les messages, on voit, c'est pas vraiment la date, c'est pas vraiment le tout. On a des pourcentages, etc. Bien, ça, c'est des chaînes de substitution qui sont utilisées par des macros pour changer le to address puis changer la date. Donc, ça, c'est la première erreur qu'a commise le Fisher parce que ça, c'est un indicateur de compromis important. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, le serveur de Passion Republic a authentifié cet utilisateur-là qui s'est présenté avec un Hello 10.7.0.
0.252. Alors ça, c'est la deuxième erreur du Fisher. Il n'a pas respecté le RFC 2822 qui dit qu'il faut que tu aies un FQDN, un Fully Qualified Domain Name, quand tu envoies un hello. Donc ça, c'est un indicateur de compromis. Troisième indicateur de compromis, il y avait aussi dans le sujet, merci, il y avait en référence. Oh mon Dieu, quand je touche, il se passe de quoi? Écran tactile. Alors, quand on fait RE, d'habitude, on va s'attendre à un thread, de la méta-information qui va faire référence à un thread. Or, on ne trouve pas de thread là-dedans. Donc, ça dit référence à quelque chose, mais le quelque chose n'existe pas. Donc, troisième élément de compromission. PassionRepublic.com l'a reçu. Lui, c'était le serveur SMTP. Il dit ça s'en va à qui? Ça s'en va à target.com. Je vais le livrer à zéro spam. Il livre à zéro spam. Zéro spam fait une vérification SPF. Est-ce que kw.com a un SPF? Non. On le laisse aller. Est-ce qu'il y a du vocabulaire vilain là-dedans? Non. Le vocabulaire était pas mal vanille. Et finalement, on additionne la somme des points. Et sur la base des indicateurs de compromis, on arrive avec un score qui est assez élevé et on l'a arrêté. Mais c'est pas sûr qu'on l'aurait arrêté s'il n'y avait pas eu cette erreur-là et s'il n'y avait pas eu cette erreur-là. Donc, nous, on apprend, on réinjecte de ces cas-là. Je peux vous dire que le client était très content qu'on le détecte parce que de fait, on l'a avisé. On a dit, ce sera peut-être le temps de juste hausser le niveau de sécurité chez vous. Il y a peut-être d'autres vecteurs d'attaque qui vont être exploités. C'est le genre de choses qu'on fait. Je vais vous l'illustrer plus simplement. D'où ça part? Ça part de l'adresse IP 6560 qui est un IP, si vous regardez le UIS, c'est Single Up. Ça, c'est un cloud operator qui est à Chicago. Donc, ça, c'est l'infrastructure qui est probablement compromise. Alors, vous voyez là, le range d'adresses, des milliers d'adresses. Il y a probablement un serveur qui est compromis là, qui s'est présenté à Telstrac, qui a envoyé le payload de manière en plein texte, qui n'est pas chiffré. Server.passionrepublic.com l'a reçu, mais c'est qui les autres? Est-ce qu'il y aurait rapport à relayer du mail de kw.com? Je ne pense pas. J'ai été voir qui ils sont. Alors, qui ils sont, eux autres? Les autres, ils font de l'animation pour des jeux vidéo. C'est des gens qui sont situés en Malaisie. OK? Fait que là, on a fait... on allait à l'autre bout de la planète, en Malaisie. Mais est-ce qu'on était vraiment en Malaisie? Non, en fait, ça se trouve qu'on était à Singapour parce que l'adresse IP en 11235 s'est hébergée à Singapour. Et après ça, Passion Republic a envoyé à zéro spam à Lisa. Et là, nous, on l'a filtré. Il y a un FPS, pas de problème. Et là, on a fait les vérifications et il a été rejeté. Donc, c'est comme ça que ça marche, grosso modo. Si vous vous rappelez le site web travelland.ir, je l'ai peut-être encore ici. Travelland.ir. Oh, ça ne marche pas. Bon. On va laisser faire. Alors, .ir, c'est .irlande? Oui, non? .ir, c'est .iran. Iran. Donc, c'est un site de voyage iranien où il y avait une instance de WordPress compromise. Et où est hébergé travelland.ir? En Iran? Non. À Chicago! C'est Steadfast Network! On a fait le tour du globe avec la campagne de phishing et on est revenu à notre point de départ sur un autre provider. Donc, on ne sait jamais par où on va passer. Et on a fait le grand tour pour ce mail. Voilà. Clic. On va y aller en manuel. Je pense que c'est ça ici. OK, c'est bon. Alors ça, c'est donc reprise. Si vous voulez revoir, là, je l'ai repris, mais essentiellement, c'est le flow du email qui est bloqué. Alors, la morale de l'histoire, la campagne était très bien structurée. Le modèle était... l'adresse d'envoi était très bien choisie. Keller Williams est un gros joueur de l'industrie immobilière. C'était convaincant, le langage était correct.
C'était totalement efficace contre les antivirus. Pas un seul antivirus aurait pu bloquer ça. L'erreur qui a été commise, c'est avec les macros de substitution. Selon moi, Keller Williams pourrait bien mieux se protéger, ainsi que ses clients, parce que quand on parle d'un SPF, c'est pas seulement pour soi, mais aussi pour ses correspondants. S'ils avaient publié un enregistrement SPF, on n'en serait pas là aujourd'hui. Passion Republic, de toute évidence, est compromis. Donc, ils ont un compte qui envoie du mail qui compromet leur réseau. Ils ne font pas de validation de leur bannière SMTP. Et TravelBank.ir est aussi un kit compromis. Donc, ça fait beaucoup de gens compromis qui sont nécessaires pour mener ce genre d'attaque. Alors là, je vais aller vite. On dit qu'il me reste 5 minutes. C'est des choses que vous connaissez pas mal. Je pense qu'au niveau de la sécurité applicative, bon, vous savez peut-être qu'il existe des meilleures pratiques au niveau du phishing. Je les ai lues, c'est vachement intéressant. C'est une bonne affaire d'aller lire ça. Mais quand je faisais la présentation, je me disais, ben, finalement, les gens d'application, je pense que la meilleure chose, ça serait que vous ayez comme objectif de vous dire que les utilisateurs de vos applications sont compromis. Si vous agissez comme si le client lui-même était déjà compromis, donc que ses creds étaient utilisés à mauvais escient, ben, ce que vous voulez, dans le fond, c'est limiter le dommage, faire en sorte qu'il y ait le moins de fuites possible. Que ce ne soit pas votre application par laquelle fuient toutes les données de l'organisation. Donc, ça veut dire, oui, l'injection SQL, oui, la diminution de privilèges, oui, vérifier les logs, vérifier le nombre de transactions. C'est incroyable le nombre d'informations qu'on a dans les logs. Là. Combien de fois un post peut être fait dans 1 minute? 20 fois, 30 fois, 100 fois? Ben, quand ça fait 50 fois, là, il y a un fusible qui devrait déclencher. Il devrait dire, bon, on arrête parce que là, ça ne se peut pas qu'un humain fasse 50 posts en dedans d'une période X. Vous avez cette information-là dans vos logs applicatifs. Dans vos app servers, vous avez ça. Dans vos web servers, vous avez ça. Vous avez même l'information dans vos logs. Il s'agit simplement d'extraire cette information-là et d'en faire un peu de rétroaction. Mais je pense que si vous utilisez cette maxime-là de faire en sorte que de penser comme si votre client était compromis, vous vous placez dans une bien meilleure posture. Évidemment, pourquoi pas le pen testing. Il n'y a pas de honte à ça. Nous, on l'a fait. Et quand je dis du pen testing, pas du pen testing à 5 cents, là, automatisé, du vrai pen testing fait par des vrais pen testers. Généralement, ils vont trouver quelque chose. Puis, généralement, ils ne vont pas trouver quelque chose de tragique, mais ça va être quelque chose qui va être intéressant pour vous. Ça va vous mettre dans l'optique d'une meilleure sécurité. Le ransomware, bon, parler rapidement, bon, bloquer tout le contenu exécutable, vous êtes au courant de ça. Sécurité des postes de travail, l'application whitelisting, pour moi, c'est quelque chose je pense, pas mal intéressant. Si vous ne savez pas déjà, il y a des plugins qui existent comme Google Safe Browsing, Web of Trust, qui permettent à vos utilisateurs d'avoir une idée de la réputation des sites qu'ils visitent. Ça, c'est des options intéressantes. La sensibilisation, évidemment. Faire un peu d'éducation auprès de nos usagers pour leur montrer la différence des adresses d'envoi, des reply to, la correspondance des URL. Des fois, ce n'est pas tellement compliqué, c'est juste de leur montrer. On peut faire des tests de phishing aussi. Il y a des compagnies à Montréal qui font ça. C'est facile à trouver. PhishMe est spécialisé là-dedans. Et peut-être faites votre plan d'urgence, que ce soit pour le ransomware ou pour le spear phishing, s'il devait y avoir une suite, ben, comment vous allez réagir? Est-ce que votre organisation est prête? Est-ce que vous paierez la rançon ou au contraire, vous ne la paierez pas? Donc, c'est un peu se mettre dans une position où, encore une fois, vous étiez déjà compromis, ce qui va être rendre la situation plus facile quand elle va se réaliser. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Faites des backups. Faites des backups à la minute ou à la seconde. Là, le problème va être réglé. Il n'y aura plus de ransomware. Mais d'ici là, on n'a pas bien de choix. Alors, je vous remercie. S'il y a des questions, ça me fait plaisir de répondre. Oui. Comment vous gérez les faux positifs et ça serait quoi le temps maximum pour retenir un courrier suspect mais qui finalement ne l'est pas? Comment on gère les faux positifs? Ben, ça, c'est la règle avec laquelle l'industrie doit procéder.
Puis, nous, comme tous les autres, on est mesuré selon deux variables importantes, qui est le taux de faux négatif. Donc, c'est combien de spam qui passe à travers les mailles du filet, et le taux de faux positif. Alors, selon nous, le faux positif, il devrait rester en quarantaine, il devrait rester bloqué jusqu'à temps que quelqu'un décide de le débloquer. Alors, nous, notre objectif, c'est d'avoir un score assez haut, typiquement autour de... Puis on n'est pas les seuls, là. Dans l'industrie, on est à 99,9, 0,91, 0,92. Donc, ça se joue là, sur des poussières de pourcentage. Il n'y a personne dans l'industrie qui est à 85 ou 90 mais si nous, on a jugé que ce courriel-là devait être bloqué, nous, on le met en quarantaine, puis on dit c'est au client de le débloquer. Et Francis va me seconder là-dessus. C'est rendu que les machines sont meilleures que nous. Plus d'une fois, moi, j'ai dit ça, je dis ah, c'est un faux positif, on a mis ça en quarantaine. Je suis à Francis, c'est un faux positif, ça. Il dit, ah, on ne sait pas. Mais finalement, oui, ben, c'est pas un faux positif. La machine a eu raison, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière, et ils ont pris des décisions qui ne sont pas évidentes à prendre pour un être humain. Donc, c'est mieux de laisser la machine décider. Mais pour répondre à votre question, on les laisse indéfiniment en quarantaine. D'autres questions? Ça ne peut jamais régler le problème parce que des spécialistes du spam sont aujourd'hui pas toujours capables de faire la différence entre une menace réelle et une fausse menace. Fait que c'est bon la sensibilisation, mais jamais ça pourra faire la job à 100%. C'est-à-dire comment on détecte les ransomware. Essentiellement, c'est détection d'un payload exécutable. Donc, c'est tout du 0D. Donc, nous, on met toute notre énergie sur détecter la présence d'exécutables. Donc, si ça peut s'exécuter, que ce soit un SCR, un PIF, un JavaScript, un jar, c'est automatiquement bloqué. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucune raison sur la Terre que deux personnes devraient s'échanger du contenu exécutable. Et s'ils doivent le faire, il y a d'autres plateformes qui existent pour ça. Donc, nous, on met premièrement notre effort sur reconnaître du contenu exécutable, même s'il est zippé, renommé, etc. Et on regarde le file header. Donc, il ne faut pas juste regarder l'extension, il faut faire l'analyse du fichier complet. Et dans un deuxième niveau, si je peux dire, des fois, le payload n'est pas dans le courriel, mais on regarde la réputation des URL. Quel est le pourcentage des clients qui sont affectés par un ransomware, par exemple, qui décident de poursuivre ou en effet de collaborer avec les agences de la loi pour dépister, traquer les malfaiteurs? Et Adrienne, j'aimerais ça te donner un chiffre là-dessus, mais moi, j'en connais zéro. Alors, on a à peu près 2000 clients chez nous. J'en connais zéro qui ont pris cette voie-là. Même si la recommandation du FBI, c'est effectivement de ne pas payer la rançon et de dénoncer, donc de travailler avec les autorités pour partager l'information. On peut faire des recoupements entre les campagnes, donc je pense que c'est une bonne recommandation. Mais je ne pourrais pas citer un seul cas où c'est arrivé. Je peux peut-être parler d'expérience, puisque j'en ai traité des cas. Ça m'est arrivé 2 fois un contact d'un client qui appelle, qui dit « je travaille avec la police ». On essaie de traquer et même là, il n'y a pas grand-chose à faire. La majorité des entêtes dans un courriel peuvent être forgées. Des fois, on voit « X originating IP ». Ah, ça doit être l'adresse IP de l'expéditeur, c'est son ordinateur. Ça se peut que ça soit forgé, ça se peut que ça soit son prestataire web. C'est très difficile d'aller retrouver, retracer ces sources-là. Donc, même en travaillant avec les agences policières, c'est très, très difficile. Intéressante présentation. Oui. Bon, on est au Desjardins Lab, là, on parle beaucoup d'innovation, etc. Puis la cybersécurité, parfois, peut être perçue comme étant opposée à l'innovation même, du fait de toutes les contraintes. Puis on a eu une discussion récemment avec le gouvernement fédéral qui essaye de créer, on va dire, des interactions plus proches avec les citoyens. Puis évidemment, des choses bêtes du genre courriel, SMS, etc. pour les notifications, etc.
Puis eux veulent innover, mais en même temps, ils ont cette opposition liée à ça, puis ils veulent pas faire des SMS, ils veulent pas faire ça du fait de la cybersécurité de la chose. Est-ce que vous envisagez un futur, que ce soit, je sais pas, en utilisant blockchain ou autre, où l'identification des gens peut aller au-delà de tous ces enjeux de spam, etc. C'est peut-être un peu gros, là. Ouais, je vais essayer de me lancer. Oui, ben, en fait, je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est l'insécurité intrinsèque qui existe avec nos modes de communication, l'insécurité intrinsèque qui existe avec le SMS et avec le courrier électronique. Euh, souhaitons qu'il y ait un SMTP2 ou 3 authentifié de manière forte avec blockchain qui va permettre d'avoir de l'information sur l'identité des correspondants, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et là, le courriel, le protocole existe, il est à un coût quasi nul, donc c'est difficile à désinventer. C'est difficile d'inventer. Il y a eu des essais, là, je pense à ABS, ou bon, il y a eu des headers cryptographiques, tout ça, mais le fait est que c'est toujours plus coûteux à implanter que ce qui n'est pas authentifié. Donc, c'est moi qui espère que ça voit le jour bientôt, mais on n'a pas d'indication dans ce sens-là, malheureusement. Donc, je pense que nos processus de communication insécures sont là pour rester encore un petit bout de temps. Je vous remercie. On a mis des points de contrôle sur nos micros. Après 1 heure, ça commence à appeler. Donc, on vous remercie. Merci d'être cette excellente présentation. La prochaine conférence aura lieu le 20 février. On dévoilera le sujet en temps opportun. Merci encore une fois, puis bonne journée. N'oubliez pas de tester vos backups aussi.